Il est 20h30, bonsoir, jour de conseil municipal. Nous avons deux pouvoirs. Mme Guérin donne le pouvoir à M. Kubrick et Mme Bousseau donne le pouvoir à Mme Lacroix. Il nous faut un secrétaire, M. Lejeune, secrétaire. On fait passer le registre de signature, s'il vous plaît, merci. Donc je vais vous donner les lectures des décisions qui ont été prises entre les deux conseils municipaux. Décision du 6 mai, travaux de réfection de la toiture de la salle de sport pour 240 000 €. L'attributaire, la SAS, l'STH. Décision du 7 mai, travaux d'aménagement de l'avenue Général de Gaulle, FH pour 275 000 €. Décision du 17 mai, travaux d'aménagement des rues de la Familière, de la Mecque, du Gafia et de la route des plages, lot 1, 206 261 € pour FH, et lot 2, FH toujours, 33 720 €. J'ai signé le 26 février une convention de location précaire pour la microcrèche. C'est une convention qui a été renouvelée entre la commune et la SRL Copain-Copine qui gère une des deux microcrèches. Décision du 5 mars 2019 d'un local que nous voulons collecter boulevard des Vendéens à M. Gazanton pour 5 500 € payable en deux mensualités, 2 750 € le 31 juillet, 2 750 € le 31 août. Une convention de mise à disposition du DGPS par le syndicat mixte du Marais Poitevin, bassin du Lait. Ce matériel permet d'effectuer le suivi du trait de côte. Donc c'est une convention pour le syndicat mixte, nous avons fait un relevé de trait de côte, et cette convention a été signée le 3 pour 5 ans. Décision du 10 mai, versement d'une indemnité par Groupama de 1891,20 €. Et vous avez après toutes les décisions pour lesquelles il faut toutes les opérations pour lesquelles la commune n'a pas présenté.
papier a été approuvé, donc on va passer aux résolutions. Le point numéro 2 à l'ordre du jour, Madame Pierre va nous traiter, ça concerne les frais d'émission et des affaires. Frais d'émission et déplacement des élus municipaux. Frais liés à l'exécution de mandats spéciaux du Code général des collectivités territoriales. La notion de mandat spécial s'applique uniquement aux missions accomplies dans l'intérêt de la commune par un membre du conseil municipal correspondant à une opération déterminée de façon précise quant à son objet et limitée dans sa durée. Les déplacements occasionnés devront être inhabituels et indispensables. Le mandat spécial doit être conféré à l'élu par une délibération du conseil municipal qui pourra être postérieure à l'exécution de la mission en compétence. À cet effet, l'élu devra signer un ordre de mission établi préalablement au départ, prévoyant le motif du déplacement, les dates et le départ et de retour, ainsi que le moyen de transport utilisé. Les élus peuvent prétendre au remboursement des frais exposés dans le cadre de leur mission. Les frais de séjour, hébergement et restauration sont remboursés forfaitairement en vertu de l'article R 2123-22-1 du CGCT. Les frais de transport sont remboursés sur les dépenses réelles, sur présentation d'un état de frais accompagné des factures acquittées par l'élu. S'il utilise son véhicule personnel, des indemnités kilométriques seront réglées selon l'annexe jointe. Tous les autres frais des élus à l'occasion d'un mandat spécial doivent également donner lieu à un remboursement dès lors qu'ils apparaissent comme nécessaires au bon accomplissement du mandat et qu'il peut en être justifié. Frais de déplacement des élus pour se rendre à des réunions hors du territoire de la commune. Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de déplacement, des frais de transport et de séjour qu'ils sont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent la commune lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci. La prise en charge de ces frais est assurée dans les mêmes conditions que pour les frais liés à l'exécution d'un mandat spécial, c'est-à-dire sur une base forfaitaire pour les frais de séjour et au réel pour les frais de transport. Il sera remboursé à l'élu des indemnités kilométriques prévues en annexe s'il utilise son véhicule personnel. Petit c. Frais de déplacement des élus à l'occasion de formation. Les frais de séjour, de déplacement et d'enseignement donnent également droit à remboursement dans les mêmes conditions que les frais cités ci-dessus, en sachant que les frais d'enseignement à l'organisme de formation seront pris en charge directement par le budget communal. Passons maintenant au déplacement temporaire du personnel municipal. À l'occasion d'un déplacement temporaire, les agents stagiaires, titulaires, non titulaires en CDI et recrutés sur des emplois d'insertion peuvent prétendre à une prise en charge des frais engagés sous certaines conditions et dans certaines limites fixées par les dispositions du décret 2001-654 du 19 juillet 2001, spécifique à la fonction publique territoriale, et du décret 2019-139 du 26 février 2019, applicable au personnel civil de la fonction publique d'État. Indemnité de mission. L'agent peut prétendre au bénéfice de ces indemnités, voire tableau des taux en vigueur en annexe appliqué dans la collectivité. Lorsqu'il se déplace pour les besoins du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour effectuer une mission, il doit être muni d'un ordre de mission signé par le maire ou par son délégateur. Lorsqu'il se déplace pour suivre une formation dispensée en cours de carrière et que les frais ne sont pas pris en charge, ou pas en totalité, par l'organisme de formation. L'indemnisation ou droit au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et d'hébergement sur production des justificatifs. Les frais de transport. Dans le cadre de leur déplacement en mission, les agents sont autorisés, dès lors que l'intérêt du service le justifie, à utiliser leur véhicule, à condition qu'ils aient souscrit une police d'assurance, garantissant de manière illimitée la responsabilité au titre des dommages pouvant découler de l'utilisation du véhicule à des fins professionnelles. Les agents seront alors indemnisés sur la base d'indemnités kilométriques. Cette autorisation est accordée pour le déplacement hors du territoire de la commune. La commune pourra également autoriser le déplacement par un autre moyen de transport qui soit plus intéressant financièrement. La prise en charge sera limitée au prix du billet de train de seconde classe ou de l'avion dans la classe la plus économique. Dans ce cas, le déplacement à la gare ou à l'aéroport sera remboursé par le biais des indemnités kilométriques. Lorsque le coût du billet comprend une réservation, un supplément ou le prix d'une couchette, le remboursement est possible sur présentation des justificatifs du prix acquitté. Dans le cas de couchette, aucune indemnisation de nuitée ne peut être versée. Le remboursement des transports collectifs s'effectuera toujours sur présentation des pièces justificatives sur la base de dépenses réellement engagées. Lorsque l'intérêt du service le justifie, le remboursement des frais d'utilisation d'un taxi sera autorisé. Toute formule proposée par un transporteur, abonnement, etc., pourra être adoptée si elle est génératrice d'économie. Les frais d'utilisation des parcs de stationnement et de péage d'autoroute sur présentation des pièces justificatives pourront être remboursés. Cas particulier des formations concours examen professionnel, que le déplacement en formation est en charge par le Centre national de fonction publique territoriale, et si l'agent utilise son véhicule personnel, la commune pourra compléter le remboursement de la différence entre le barème des frais de déplacement annexés et le montant pris en charge par le CNFPT.
Un justificatif du montant remboursé par le CNFPT sera demandé à l'agent. Pour les déplacements en formation non pris en charge par l'organisme de formation, les frais pourront être remboursés à l'agent selon les modalités prévues en l'article 2A et B, ci-dessus. L'agent peut prétendre au remboursement du déplacement d'une seule épreuve de concours ou d'examen professionnel par an, admissibilité et admission. L'agent bénéficie d'indemnités de mission et de frais de transport selon les modalités citées précédemment. Il sera demandé à l'agent un justificatif de sa présence à l'épreuve. Donc nous avons les taux des indemnités de mission. Indemnité forfaitaire de déplacement est fixée à Paris et en province. Indemnité de repas de 11h à 14h et 18h à 21h, 15,25 €. Indemnité de midi de 0h à 5h du matin et petit déjeuner, 70 €. Les indemnités kilométriques, une voiture de 5 chevaux et moins, 0,29 jusqu'à 2000, de 2000 à 10 000, 0,36, et au-delà de 10 000, 0,21. De 6 chevaux et 7 chevaux, jusqu'à 2000, 0,37, de 2001 à 10 000, 0,46, et au-delà de 10 000, 0,27. Les mobilettes, les quads, 0,14 € du kilomètre, les moteur et autres véhicules à moteur, 0,11 € du kilomètre. Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances, le conseil municipal, afin d'avoir délibéré, adopte le dispositif exposé ci-dessus, précise que le remboursement d'indemnité méridique prend en compte la distance entre la résidence administrative de l'élu ou de l'agent et le lieu de la mission du concours. Précise qu'un état de frais de déplacement sera complété et signé au retour de la mission, de la formation et du concours. Souligne que l'annexe à la présente délibération, précisant le montant des frais kilométriques, sera réactualisé à chaque modification des taux prévus par les textes. Il y a des questions. Simplement une précision, Madame Pierre, si vous permettez. Dans le titre de la délibération, il est indiqué révision. Qu'est-ce qui a eu changé par rapport, s'il y a une révision, ça veut dire qu'il y avait une délibération précédente, qu'est-ce qui a eu changé par rapport à la délibération précédente? On est passé de 60 à 70 pour les frais de nuitée. Ah, c'est uniquement à partir des montants? C'est uniquement ça? Ok. Tout ça pour les montants. Non, mais c'est pour ça que j'ai lu révision, je me suis dit, il y a peut-être des conditions qui ont changé. Non, c'est les tarifs. C'est uniquement les tarifs qui ont changé. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un tarif changera, il faudra qu'on reprenne tout ça alors. Exactement. D'accord. Y a-t-il des votes d'abstention? Des votes contre? Donc on passe aux finances. Monsieur Chatin, je vais vous parler de BM. Alors, il s'agit de la modification numéro 2 pour le budget général en 2019. En section fonctionnement et en dépenses, nous prenons 6 000 € de financement. Contrat de prestation de services, il s'agit des prestations pour le combat contre le frelon. Est-ce que tu peux allumer ton... Aucun match. Il faut pas plus fort. Ça, je vais ranger pour ça. Il n'y en a aucun qui bouge. Si, il y en a certains qui bougent. C'est pas grave, on lit avec lui, donc. C'est qui l'a lu? C'est Stéphanie. Ça marche pas? Je connais pas le système. Non, ça Créance admise en non-valeur pour moins 100 €. Les créances éteintes pour 100 €, ça s'agit simplement d'une requalification de numéro de compte. Total de dépenses, 8 000 €. En recettes, là encore, un reclassement pour les redevances de stationnement. Une partie de mise dans le bon compte, donc ça a été rectifié à hauteur de 360 000 €. Redevances versées par les fermiers concessionnaires, il s'agit de recettes supplémentaires
pour les sous-concessions de plage à la suite des contrats qui ont été signés pour 8 000 euros. En section d'investissement, nous avons en dépenses, nous annulons 47 000 euros de recettes imprévues, puisque nous avions pris cette marge. Nous avons en taux d'aménagement et en versement pour sous-densité, nous avons une dépense de 200 euros. En ce qui concerne les équipements du secteur sportif, 17 000 euros, ce sont des dépenses affectées au skatepark, 17 000 euros pour les abords, 1 000 euros supplémentaires pour l'installation des toilettes et divers aménagements et constructions pour 6 000 euros. Ensuite, nous avons l'achat d'un tatami de judo pour 700 euros. En section équipement et travaux, secteur environnement, nous avons une moins-value sur le marché. Le marché a coûté moins cher à l'Hôtel des Pins à hauteur de 10 000 euros. En ce qui concerne les aménagements, c'est une réduction sur le marché à bon de commande côtier pour 3 900 euros. Et enfin, sur cette section, nous avons un complément de dépenses pour la peinture et réparation de l'estacade. Il avait été prévu que 32 000 euros au départ, car on pensait faire les travaux sur 2 années, mais il s'avère que l'entreprise qui a remporté le marché est beaucoup moins chère en faisant les travaux en une seule fois. Donc les travaux commenceront au début du mois de septembre-octobre et seront faits en une seule phase. Au niveau de l'espace culturel, il y a 3 000 euros de dépenses. Nous avons donc ainsi 16 000 euros de dépenses d'investissement. En recettes, nous avons 6 000 euros d'autofinancement et une subvention qui vient d'arriver. On a reçu l'arrêté aujourd'hui de Vendée Territoire pour les travaux, un complément de subvention pour les travaux de l'avenue du Général de Gaulle. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un peut voter contre? S'abstenir? L'avenue du Général de Gaulle, les travaux vont se faire jusqu'à quand? Ils ont commencé, mais c'est Jusqu'à juin. Jusqu'à fin juin. Pardon? Jusqu'à fin juin, comme ça. 20 jours. Oui, avec des jours de vacances, Ça dépendra du temps. Et on pense qu'on pour un 4, les finances. Il y a un budget le budget location. C'est 2 500 euros d'impôt société. Derrière. Excusez-moi. Alors, décision modificative numéro 1 2019 du budget location diverse. Le montant de l'impôt sur les sociétés à payer sur le budget de location diverse au titre de l'exercice 2018 dépasse les crédits inscrits au budget primitif 2019. En conséquence, il convient d'ajuster les crédits pour permettre le paiement dans les délais réglementaires. Donc il est enlevé 2 500 euros dans les fournitures non stockables afin de payer l'IS à hauteur de 2 500 euros. Vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Article 4. Alors, le 28 février dernier, le Conseil avait mis en non-valeur une créance à l'encontre de Madame Pascale Duolio pour un montant de 32 euros. L'admission en non-valeur n'efface pas les dettes du redevable. En réalité, la commission de surendettement de la Vendée a validé à son encontre des mesures d'effacement de dettes pour permettre un rétablissement personnel de sa situation. Cette décision entraîne l'effacement de dettes non professionnelles du redevable antérieure à la date de recevabilité du dossier, soit avant le 12 octobre 2018. Le titre de recette correspondant avait été émis par la commune le 10 avril 2018. Il convient de considérer l'effacement définitif de cette créance. Est-ce que vous avez des questions?
Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Je prends le numéro 5, les tarifs municipaux de cantine et de garderie. Lors de la séance du conseil municipal du 7 juin 2018, il avait été fixé les tarifs de la garderie et de la cantine scolaire en vigueur aujourd'hui. Par la présente délibération, il vous est proposé de maintenir ces tarifs pour la cantine scolaire. En revanche, il vous est proposé d'instaurer 2 tranches pour les tarifs appliqués à la garderie scolaire en fonction du quotient familial des familles. En effet, la caisse d'allocation familiale nous demande de créer au minimum 2 tranches pour ces tarifs pour continuer à bénéficier de leur participation financière. Il est donc proposé au Conseil, les tarifs ne changent pas sur le premier tableau, uniquement pour la garderie, de passer pour le tarif d'une demi-heure à 0,60 € pour le quotient familial inférieur à 515 et à 0,80 € pour un coefficient supérieur à 515. Dans la présente délibération, le tarif pour ces frais de garderie était à 0,80 pour une demi-heure et 1,60 € pour une heure. Vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Donc, je pense que c'est une subvention pour la gravure de vélo. Alors, l'an dernier, la commune avait pratiqué l'opération marquage de vélo organisée par la MPCV, ayant pour objectif de prévenir et de dissuader le vol de vélos. Devant le succès de l'opération, la MPCV propose à la commune de la renouveler le partenariat et sollicite une subvention de 200 €. Le marquage des vélos est prévu le samedi des vélos régalades, c'est ça? Au vélo. Oui, au vélo régalade. Donc, est-ce que quelqu'un veut s'abstenir? Voter contre? Donc, le point numéro 7, M. Bocquet, on parlait d'urbanisme. Oui, pour un petit lot situé dans le quartier de Sainte-Anne. Donc, monsieur le maire vous informe que madame Caradu, qui est propriétaire de la parcelle numéro 716, qui est grevée par l'emplacement réservé numéro 6 au PLU, sous le titre liaison rue Bizet et rue des Misottes. Donc, madame Caradu a décidé de céder cette parcelle, ce qui va nous permettre de faire la liaison entre l'avenue Sainte-Anne et la rue des Misottes par, justement, la rue Bizet. Mais pour le moment, ça sera une liaison piétonne et cycliste pour le moment, parce qu'il reste encore des petites parcelles à acquérir pour pouvoir faire une voie automobile. Donc, vu l'accord des propriétaires se sur un prix de cession de 9 900 €, soit 100 € le mètre carré. Donc, le montant de la transaction étant inférieur à 180 000 €, il n'est pas nécessaire de solliciter l'avis du domaine. Donc, après en avoir délibéré, et je vous ai demandé de décider si l'acquisition de cet emplacement réservé numéro 6 passe sur la parcelle terrassée 716, une superficie 99 mètres carrés, au prix de 9 900 €, soit 100 € le mètre carré, les frais d'acte étant à la charge de la commune. Et d'autoriser monsieur le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Les votes contre? Les abstentions? Je vous remercie. Parfait. Le point numéro 8, M. Flatin, c'est pour question de plage. Attribution du dernier lot. Attribution du dernier lot. Suite à la procédure de délégation du service public lancée pour l'attribution de 16 sous-concessions de plage, le conseil municipal a, par délibération du 28 février dernier, attribué 15 des 16 lots faisant l'objet de la DSP. Par cette même délibération, le conseil municipal a pris acte que le lot D1, club de plage à la plage centrale, n'ayant pas fait l'objet d'aucune candidature, pouvait être attribué sans publicité ni mise en concurrence préalable en application de l'article 11 du décret 2016-86 du 1er février 2016. Suite à cette délibération, la société Le Portic Club, représentée par son président, M. Ludovic Dussault, s'est déclaré intéressé pour exploiter un club de plage
et sollicite le plafonnement de la part fixe de la redevance à 100 mètres carrés au lieu de 150 mètres carrés, compte tenu des investissements demandés à la société. On a vu l'article 11 du décret 2016-86 du 1er février 2016, vu la délibération du conseil municipal du 28 février 2009, vu le dossier présenté par M. Dussault pour le Portique Club, considérant l'absence de candidature pour ce lot et l'intérêt pour la commune de maintenir un club de plage qui propose des activités ludiques, pédagogiques et sportives pour les enfants. Il vous est donc demandé d'attribuer le lot D1 à la société Le Portique Club représentée par M. Ludovic Dussault, d'autoriser M. le maire à signer les documents correspondants. Vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Donc le point 9, et puis la boisson demande la hauteur. Alors, l'association Observatoire de l'Escampe Tranchet, OET, a lancé en 2010, avec le soutien de la commune, le projet de reconstruction de l'écluse à poissons la plage du corps de garde, pointe du Groin du Cou. Pour mémoire, la commune a versé à l'association 41 500 € de subventions entre 2011 et 2016, aide financière qui représente plus de 60% du coût des investissements réalisés. Afin de mener l'opération, l'association a sollicité et a obtenu une autorisation d'occupation temporaire des domaines publics maritimes à titre précaire et révocable pour une durée de 10 ans, soit du 9 février 2010 au 8 février 2020. L'écluse à poissons, dénommée la Caloge, est maintenant reconstruite et fait l'objet d'actions de visite pédagogique, représentant ainsi un site patrimonial, environnemental et touristique important pour la station. C'est dans cet esprit que le département a retenu l'inscription de la Caloge demandée par la commune au parcours patrimoine maritime lancé par le conseil départemental et ayant pour objectif la valorisation du patrimoine littoral vendéen. Considérant l'intérêt patrimonial et touristique de la Caloge pour la commune, considérant la nécessité d'assurer la promotion, la pérennisation et la valorisation du site, vu la délibération du 2 décembre 2016, par laquelle le conseil municipal a décidé de conserver la compétence tourisme en application de la loi Montagne 2 modifiant la loi NOTRe, il vous est demandé l'obtention d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime pour la gestion de l'écluse à poissons La Caloge située plage du corps des gardes, pointe du Groin du Cou, de demander à bénéficier de la gratuité prévue à l'article L 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques pour cette AOT et d'autoriser M. le maire à effectuer les démarches et signer les documents correspondants. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai un courrier que je me permets de vous lire de la part de M. Gonneau, qui est absent. Alors, il s'adresse à vous. Alors, Monsieur le maire, mesdames, messieurs les membres du conseil municipal, étant retenu par une rencontre de famille loin de la tranche, j'ai demandé aux membres de l'opposition de bien vouloir excuser mon absence de ce soir et de lire la synthèse du dernier conseil d'administration de l'association de l'Observatoire de l'Escampe Tranchet, réuni le 28 mai 2019 à 18h. L'association est très heureuse de la reconnaissance que vous apportez face à l'importance patrimoniale, touristique, environnementale de l'écluse à poissons, de la reconnaissance que vous apportez face aux visites pédagogiques effectuées par l'association. Nous ne soulignons pas quelques rappels à l'ordre injustifiés, et ce, par lettre recommandée en 2017, 2018, 2019. L'association est très heureuse que la commune ait participé sous forme de subvention à ce vaste projet. Les membres de l'association rappellent que des subventions étaient attribuées par la Fondation du patrimoine, l'Europe et le Parc des Marais Poitevins, que les participations
Les membres bienfaiteurs et celles des sponsors ont aidé au financement du projet. Un expert comptable que vous connaissez nous avait suggéré de prendre en compte la main-d'œuvre dans les immobilisations, ce qui semble normal, puisque, hormis la sève, le travail a été effectué uniquement par des bénévoles et un chantier international d'école. L'association regrette de ne pas avoir été contactée avant cette proposition de délibération au conseil municipal. Voilà, je vais prendre la parole quelques minutes et je la laisserai à certains élus qui ont participé et sont administrateurs. Donc déjà, je voulais remercier l'ensemble des bénévoles qui participent et qui ont participé à la construction de cette église. Je vous rappelle également que si la commune donne des subventions, il n'y aurait jamais eu de subvention européenne ni subvention de l'ensemble des acteurs économiques qui ont versé de l'argent, puisqu'il fallait que la commune verse des subventions. 2, il fallait aussi que la commune accepte que l'association bénéficie de l'OT, puisque l'État nous avait demandé notre avis, et on avait dit à l'époque que nous étions d'accord. Par ailleurs, il faut rappeler aussi que la commune, du temps où le président était une certaine personne qui est salariée dans la commune, puisque M. Bonneau n'a pas toujours été président, ils ont utilisé beaucoup de personnel et de matériel pour commencer à faire les travaux de cette écluse. Donc, et ce qui me choque le plus, c'est sa conclusion, dans la mesure où je vous ai mis tous le courrier qu'il a envoyé au syndicat mixte en demandant au syndicat mixte d'assurer la pérennité de ces écluses, alors que vous ne croyez pas qu'il aurait dû demander à la commune avant de demander au syndicat mixte. Je vous ai amené le courrier, et évidemment le syndicat mixte a refusé pour des raisons légales, puisque ça rentre pas dans leurs compétences, mais c'est une écluse qui est sur notre commune, c'est la commune qui l'a financée en grande partie, et il a le culot de dire qu'il n'y a pas eu de concertation avec la commune. Il ne nous a jamais rien demandé. Il a été écrit avec les copies du courrier. Évidemment, c'est le président qui l'a envoyé en président. Donc, je trouve que c'est pas très habile de sa part de considérer qu'il n'y a pas eu de concertation, alors qu'il a pris l'initiative, avant qu'on décide de prendre cette AOT, de contacter le syndicat mixte pour leur demander d'assurer la pérennité. Vous croyez que c'est normal? Donc, excusez-moi, monsieur le maire, je ne suis que le lecteur de la lettre de monsieur Gonneau. Je ne vous demande pas votre avis, j'exprime en général l'opinion. Donc, voilà ce que je voulais dire, et puisque c'est public, donc je considère que la fin de son courrier est inacceptable, compte tenu de l'attitude qu'il a eue d'essayer de transférer l'écluse à une structure qui n'a rien à voir avec la commune, alors que ce patrimoine a été financé à plus de 60% par la commune, et il est sur la commune. Et de toute façon, une AOT, si la commune ne donne pas son avis, vous savez très bien, c'est ce qui est élu, donc il n'y aura pas d'AOT à X ou Y, puisqu'il faut l'avis de la commune. Voilà. Et pour les 2 courriers ou 3 courriers dont il fait état, c'est qu'il n'a pas respecté, cher monsieur, l'AOT dans lequel il y avait des engagements, à savoir que les visites devaient être gratuites et il les faisait payer. Donc c'était interdit, c'était marqué en gras, et par ailleurs, il y avait eu un balisage obligatoire pour des raisons de sécurité. Les bouées étaient partis, il nous a envoyé un courrier qu'on nous demandait d'y remettre, alors que ça faisait partie de son cahier des charges et une obligation de l'écluse. Donc, en nous mettant en demeure de remettre les bouées. C'est quand même un peu surprenant. Voilà. Donc, c'est des réponses à ces courriers recommandés que j'ai envoyés en commandant, en lui rappelant les conventions, avec copie évidemment à l'État, puisqu'il faut assurer, quand on assure la gestion d'une AOT, il faut l'assurer jusqu'au bout. Voilà, cher monsieur, pourquoi il y a eu des lettres recommandées, mais il ne dit pas que c'est lui qui en avait déjà envoyé avant. Voilà, moi je n'ai répondu qu'à ces courriers recommandés. Voilà, maintenant je laisse la parole à ces messieurs qui ont sûrement des choses plus intéressantes à dire, puisqu'ils l'ont vécu pendant de nombreuses années pour monsieur Brouillon, et vous-même, vous êtes encore administrateur, et vous étiez au conseil d'hier soir, je crois. Oui. Ouais. Je peux simplement apporter, le président s'est exprimé au nom de l'association, moi je peux apporter mon témoignage personnel, puisque
ça fait quand même déjà bientôt 8 ans que j'ai rejoint l'équipe. Cet ouvrage a nécessité un travail colossal et j'ai tout le respect pour tous ces pionniers dont Philippe fait partie et d'autres aussi. Qui ont construit, ça fait 1 hectare, 300 mètres de murs en pierre sèche, 4 portes. Donc c'est un travail colossal qui a été remis en cause à chaque grosse marée, chaque tempête. Et donc moi je suis arrivé au moment où justement il y avait toute une série de tempêtes qui avaient dévasté une partie des murs, et donc j'ai contribué avec d'autres à la remise en état des lieux. Et je dois dire que ce travail, sans arrêt, par tous les temps, dès que la marée le permettait, s'est fait dans le silence par la plupart des gens qui ont participé et avec un esprit solidaire. Aujourd'hui, évidemment, il y a un mélange de sentiments, déjà de fierté d'avoir accompli cet exploit, parce que c'était pas évident au départ. La reconnaissance aussi que ce patrimoine existe et auprès de beaucoup d'instances et la commune. Et puis en même temps, ça arrive à la fin d'une épopée, au moment où les organismes ont été érodés, éprouvés. Donc il y a ce sentiment un petit peu de vague à l'âme, je veux dire, qui est tout à fait naturel. Et puis, la page se fermant, il y a une nouvelle page qui arrive, qui n'est pas encore écrite, donc une sorte d'un peu d'incertitude, si vous voulez, qui fait que les gens vivent, nous vivons cette chose-là, comme d'autres événements, et avec en même temps cette satisfaction d'avoir accompli une mission. Je rappelle qu'au fondement même de la création de cette écluse, c'est la transmission aux générations futures. Et effectivement, les propositions qui sont faites vont dans ce sens-là. Et voilà le témoignage que je peux apporter. Mais Philippe, lui, a assisté à la création même et a participé à la création même. L'association a été créée en 2009, à la suite d'une étude DHI qu'on avait étudiée dans le conseil municipal, qui proposait plusieurs solutions pour l'érosion du trait de côte. Et parmi ces solutions, il y avait la reconstruction des écluses. Il y avait aussi le coulé des bateaux, il y avait l'intérêt, et plein de choses comme ça. Et Denis et moi, on s'était dit qu'à ce moment-là, ce serait bien de faire un essai pour voir ce que ça donnait, puisque à l'île d'Oléron, ils avaient fait une étude là-dessus, et ils avaient remarqué que dans le laps de temps d'1h30 avant, 1h30 après la mer, il y avait un effet, il y avait un impact sur le trait de côte. C'est évident que si on avait vraiment voulu voir un effet de protection, il aurait fallu reconstituer les 12 écluses, que je rappelle quand même qu'au XIXe siècle, il y avait 12 écluses d'attraction à la Tranche-Chaume. C'est pas l'endroit aussi où le trait de côte est le plus menacé. Je suis bien d'accord avec toi. Alors on n'a pas eu le choix, parce qu'on voulait faire à la marine au départ, on n'a pas eu le choix, puisque la DDTM nous a imposé cet endroit-là, en disant, puisque les déferlantes arrivent de travers sur la plage, le meilleur moyen de voir l'effet sur le trait de côte, c'est de se mettre à cet endroit-là. Et en plus, c'était pas le bon endroit, puisque les dernières écluses, les 4 qui restaient, étaient encerclées d'un mur qui comprenait des séparations. Et donc la première écluse étant disparue, elle faisait plus son effet de brise-lames. Donc on a pris toutes les lames, toutes les déferlantes de côté. Donc c'est vrai que tu as souligné que c'était un travail énorme. Plus de 2000 tonnes de pierres brassées à la main. C'est quand même pas rien. Ce qui fait qu'effectivement, on en arrive maintenant à cette situation, c'est que les gens qui ont commencé il y a 8 ans, ils ont vieilli, ils ont les épaules en bras, ils ont soit le cœur qui a lâché, j'en suis un témoin, soit ils ont les hanches, et ils n'ont plus les moyens physiques de continuer. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on reste sur l'idée
que si on veut pérenniser cette écluse, qui est effectivement le seul monument inscrit au Journée du patrimoine à la Tronche-sur-Mer, tous les ans, au mois de septembre, c'est important qu'il y ait un relais. On a espéré pour un moment que ce seraient les jeunes qui prenaient ce relais. Les jeunes ont marché un moment, mais après, ils ont leurs affaires, ils travaillent, ils n'ont plus les moyens de venir. Et je pense que la meilleure des solutions, je crois que tout le monde dans l'association le reconnaît au fond d'eux-mêmes, même Dominique Gonneau, c'est qu'à un moment, il faut passer la main à la municipalité qui aura les moyens de poursuivre cette action. Et moi, je suis très reconnaissant à la municipalité, mais aussi au CIMTAM à l'Europe, à la Fondation du patrimoine, aux sponsors qu'on a eu, et à l'ANP aussi. On peut se souvenir qu'ils nous donnaient des coups de main plusieurs fois, parce que ça a vraiment été du boulot de chercher les subventions et travailler là-dessus. Moi, j'étais celui qui j'ai coordonné la construction. Donc, on est bien placé pour en parler. Bon, maintenant, l'association va continuer de vivre, si j'ai bien compris. Elle va s'orienter vers autre chose, vers l'estran, vers la question de la montée des eaux, puisqu'on avait travaillé aussi dans l'association avec la fac de Nantes, Guy-Garin, pour travailler sur Trécourt. On a fait des conférences, on a fait plein de choses. Donc l'association, il reste des choses à faire. Il y a un savoir-faire transmettre. Alors, la question qui va se poser maintenant, c'est effectivement la transmission de savoir-faire des gens de l'association vers la municipalité, comment on peut gérer ça, et en même temps de pouvoir pérenniser les actions pédagogiques et de mettre en valeur ce patrimoine. Et que ça ne tombe pas dans l'oubli. On a beaucoup d'investissements et financiers et humains qui sont passés sur le site. Voilà ce qu'on peut dire sur les plus d'impression. C'est-à-dire qu'il va y avoir du personnel criminel qui va être affecté à cette écluse, ne serait-ce que pour la visiter, pour alors, et après, l'idée, c'est l'office du tourisme qui fait la promotion et qui se chargera. Quant au personnel, évidemment, il y aura quelques personnes, et d'ailleurs, on va continuer à solliciter l'association. On va faire une convention avec le personnel de l'association. S'il y a des bénévoles qui veulent continuer, ils seront les bienvenus. Oui, parce que la transmission du savoir, c'est important. Et nous, quand on a démarré, on a été confrontés à ce problème-là. On a démarré de rien. Il a fallu qu'on aille chercher les gens d'Itteré et les gens d'Yvon pour qu'ils nous expliquent comment on montait les murs, parce qu'il y a ce moment très particulier. Pour monter ces murs, ça veut dire que les mains, c'est le personnel communal qui va monter ces murs. Mais ils sont déjà montés, les murs. Ils sont montés. Quand il a démarré, quand c'est une brèche, alors non, pas forcément, puisque jusqu'à pendant du temps, on a utilisé la Sève, qui est une association d'insertion, que l'on rémunérait et qui venait travailler sur l'écluse. Ce n'était pas que les gens de l'association. Donc moi je pense qu'on continuera dans ce sens-là, puisqu'on utilise aussi la Sève dans la municipalité pour nettoyer les cimetières, pour d'autres choses. On continuera sur les plus impressionnants et on aura de la main-d'œuvre par ce biais-là. Donc ça rémunérait directement par la directement. Alors ça a passé par les subventions, parce que quand on dit 41 numéros, on a compté les subventions qu'on a eues après la fin de la construction. Tous les ans, on demandait 4 000, 6 000, de façon, pour compter à peu près par an, 4 à 6 000 euros de frais d'entretien grosso modo. Et M. Dupuis, qui a été le premier président, qui a été le premier président, donc il connaît bien le... On a des gens qui connaissent moi je le connais aussi, je peux aussi aider, on aimerait que le champ de l'association continue à venir. Mais ça, c'est pour guider les gens. Pour expliquer, pour guider les gens, donc c'est une transmission du savoir. Il y a d'autres questions? Bien, on va passer au vote. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite voter contre? Alors moi, je ne participerai pas au vote. D'accord. Vous êtes d'accord. Quelqu'un souhaite voter contre? Non, s'abstenir? Je vous remercie. Donc le point suivant, c'est M. Dumont qui vient nous parler de la lutte contre les frelons asiatiques. Alors, la commune est confrontée à la présence de 1000 frelons asiatiques qui peuvent avoir des conséquences sur la biodiversité et provoquer des problèmes de santé publique du fait des risques de quitus. Afin de procéder à la destruction de ces nids, notamment dans les propriétés privées, il est proposé au conseil municipal d'apporter une aide technique et financière aux personnes concernées. La société Polynise, reconnue organisme de vocation sanitaire régionale pour le domaine du végétal,
propose de coordonner techniquement et administrativement la lutte contre le frelon asiatique en signant une convention de partenariat avec la commune. Alors, cette convention a des dispositions qui sont celles-ci. La commune désigne un interlocuteur référent. Alors, d'abord, il faut dire que les gens vont venir à l'accueil, signaler qu'ils ont un nid de frelons, sans savoir si ce sont des frelons communs ou des frelons asiatiques. La commune désigne alors un interlocuteur référent et son suppléant, qui seront les relais sur le terrain auprès de Polynies. En l'occurrence, messieurs Dupuis et Baudry, monsieur Dupuis étant un adepte des abeilles et un connaisseur des abeilles. Dans la journée, ils enverront un mail à Polynies. Polynies coordonnera ensuite la destruction et l'enlèvement des nids par l'intervention d'entreprises prestataires en désinsectisation et en assure la gestion administrative et comptable. Donc l'expert communal, il aura comme fonction d'aller sur place, de vérifier la hauteur des nids, si ce sont des nids de frelons asiatiques ou des nids de frelons communs. C'est pour ça que je photo. Oui, mais bon, on ne sait jamais. La commune participera à ce moment-là à hauteur de 50% du coût TTC d'intervention, le montant de la participation communale étant plafonné à 65,50 €, qui correspond dans la grille, c'est une grille de tarifs, à un coût de 131 € et à une intervention à la CAN. La commune, pour pouvoir verser cette subvention à Polynies, versera 2 000 € dans l'année, qui correspondra à peu près au traitement de 30 000. On estime à peu près 25 à 30 000 dans l'année. On ne sait pas, c'est la première année. Donc on versera 2 000 € de participation à Polynies. Ce qui fait que les gens, quand ils auront payé, ils paieront Polynies à 50%, et Polynies sera payé à 50% par la commune, au travers de ses participations. Pour chaque intervention, Polynies versera la participation communale à l'entreprise prestataire qui facturera le sol directement aux personnes concernées. Si l'avance versée par la commune s'avère insuffisante pour répondre aux demandes, une participation complémentaire pourrait être octroyée par avenant. Si l'avance versée est supérieure au coût des interventions réalisées, le solde sera soit reversé à la commune par Polynies, soit reporté sur le municipal. Alors, le conseil municipal. Alors, après la convention partenariale avec Polynies pour la destruction et l'enlèvement du frelon asiatique, monsieur a effectué des marches de plan correspondant. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça vous paraît clair? C'est une question, là, je vais regarder le sujet, parce que d'autres communes sont confrontées exactement au même problème. Et il y en a certaines qui ont fait varier la participation communale en fonction d'un certain nombre de critères, et en particulier en fonction du coût réel supporté par la personne. Alors, je m'explique. Si le nid de frelon se trouve à une hauteur où on peut approcher à la main, ça coûte 100 €. Si le nid de frelon est à... C'est 65 €. Peut-être. Si le nid de frelon est à 25 ou 30 €, plus c'est haut, plus c'est cher. Et donc, il y a certaines communes qui ont adopté exactement le même dispositif que nous, je trouve très bien. C'est vrai, ils ont tenu à contribuer. Aux gens, ils n'ont pas de chance, si le 10 est mis dans leur arbre à 50 mètres, c'est pas de leur faute non plus. Bon, j'ai simplement une question. Alors écoute, on s'est dit qu'il fallait, un changement, parce qu'on ne sait pas combien de nids ça va concerner. Les sommes, effectivement, on va avoir besoin. On s'est fixé 131 €. Ça peut monter jusqu'à 450, 500, 600 €. On a le chez le voisin l'année dernière, monsieur et madame Adam, enfin les enfants de monsieur et madame Adam, juste derrière ma maison. Le type, il avait la combinaison de cosmonaute, il avait une échelle, il est monté dans un pain à peut-être à, je sais pas, 18-20 mètres de haut. Ça doit lui coûter 65 €. Il y a passé 3 heures. Il y a passé 3 heures. Je veux dire le montant maximum auquel tu peux le voir. C'est simplement une remarque, c'est tout. C'est pas... Le montant maximum, c'est 426 € avec l'intervention d'une nacelle et de 2 techniciens. C'est quoi la nacelle? C'était une échelle avec corde de rappel et tout ça. Alors non, on s'arrête là. Ok, c'est une bonne idée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je reprends le conseil municipal, après on avoir délibéré, approuve la convention de partenariat avec Polynies pour la destruction et l'enlèvement des nids de frelons asiatiques, autorise monsieur à effectuer les démarches et les documents correspondants, dit que les crédits sont inscrits à l'article 611 du budget. Est-ce qu'il y a des voix contre? Une abstention? Je vous remercie. Donc, M. Molo, vous nous parlez du rapport de l'État. Bien.
qui est un délégataire. Alors, présentation du rapport annuel 2018, délégation du service assainissement Sol. Le délégataire doit produire chaque année à la commune, avant le 1er juin, un rapport comportant non seulement les comptes de la totalité des opérations du service délégué, mais aussi une analyse de sa qualité permettant d'apprécier les conditions de son exécution. Ce GCT, article L 1411-3. En ce qui concerne le service public d'eau potable et les services d'assainissement municipaux, l'article L 2224-5 du Code général des collectivités territoriales impose au maire de présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix de la qualité du service en vue notamment de l'information des usagers. C'est-à-dire, il y a un rapport qui est produit chaque année, qui fait une 50aine de pages. On en a extrait quelques données que je vais vous lire tout à l'heure. La SOR, fermier de service d'assainissement, vient d'adresser son rapport pour l'année 2018. La synthèse est la suivante. Nombre d'abonnés, 7884. Consommation, 503 730 mètres cubes. La taxe perçue par la commune est de 499 092 et 28 centimes. Et le montant de la taxe fermière est de 616 241,39 centimes. Alors on vous demande non pas de voter pour ou contre, enfin d'approuver le rapport annuel du délégataire de service de la SOR. Alors à titre d'information, puisque je vais également en réunion non pas de la SOR mais de Vendéo, par foyer, on consomme, c'est pour votre données personnelles, on consomme à peu près une centaine de mètres cubes par foyer, par an. C'est la moyenne qui est donnée. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Questions? Alors, on approuve, qui est contre, je ne peux pas être contre, parce qu'il faudra approuver. Donc pas d'abstention. Merci. Merci. Donc le dernier point soulève M. Lequier, ça concerne l'impact des comptes labourés. Oui, donc il s'agit de modifier le montant de la participation financière de la commune pour le renforcement du système d'éclairage, donc suite à l'urbanisation de cette impasse. En effet, au mois de février de cette année, le conseil municipal avait voté un montant de 2655 € pour cette participation. Alors, il s'avère qu'il y a eu une erreur au moment de la saisie de ce montant. Le véritable montant s'élève, lui, à 8828 €. Donc voilà, il vous est demandé aujourd'hui de corriger ce montant et donc d'approuver la proposition du CIDEF pour la réalisation de cet éclairage et d'accepter la participation communale à hauteur de 8828 € et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents correspondants. Bien cette différence. C'est comme payer les charges, je suppose. Ça, c'est pareil, pour les mêmes travaux. C'est quoi comme travaux exactement? C'est le renforcement de l'éclairage de l'impasse. On met plus de... Oui, mais on est obligé d'allumer, enfin de... Oui, non, mais je ne peux pas dire, mais il y a beaucoup de... Il faut qu'il y en ait plus, il me semble qu'il y en a trois. Oh, le mien, il y a Donc, il y a d'autres questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Très bien. Y a-t-il des questions diverses? Je vais rajouter quelque chose, monsieur le maire, si vous êtes d'accord. Il faut dire que la com va se faire dans la newsletter, dans la tranche magazine sur les pronoms. On évitera avec vos versions qui seront à l'accueil et à la sélection des gens. Donc on aura toute la biologie des deux livres et des films.
Merci. Et on parlera au premier des présidents de parc sur la fin de juin. Question diverses, y a-t-il des questions? Vous avez également une information diverse. La première réunion de sécurité, les traditions de 31 août et les samedis matin, il y a réunion de sécurité, à partir de 9h. Elle a lieu le samedi 6 juillet. Et donc tous les services, police, gendarmerie, pompiers et maîtres d'agriculteurs vont être informés. Et les élus sont accueillis s'ils ne souhaitent venir 9h samedi matin. Et cette réunion est publique. Il n'y a plus rien d'autre jour, je vais lever la séance à 21h25.